Bonjour Hervé Morin. Jo Merci d'être avec nous, président de la région Normandie, président du mouvement Les Centristes. Hervé Morin, finalement, le président de la République ne s'exprimera que lundi soir. Qu'est-ce que vous attendez de son allocution? Est-ce qu'il doit changer de ton? je pense que pour nos compatriotes, il y a un besoin encore de pédagogie, et il y a surtout un besoin de comprendre comment on va se bâtir l'avenir. Moi, j'ai énormément de réunions avec l'ensemble des acteurs régionaux qui sont sur le champ de la culture, du sport, bien sûr de l'économie, et à chaque fois, les questions qui reviennent, c'est d'essayer de comprendre comment va se passer le lendemain du confinement. Donc, j'ai vu cette polémique la semaine dernière, j'ai trouvé assez stupide sur l'idée qu'on pouvait pas évoquer le déconfinement parce que ça affaiblissait le confinement. Je pense que nos compatriotes sont capables de comprendre qu'il y a deux phases, et on a suffisamment reproché au gouvernement l'absence d'anticipation de la crise pour qu'on ne refasse pas la même chose sur le déconfinement. Et donc, ce dont on a besoin, c'est bien entendu pas de nous dire d'ores et déjà la date. Euh, j'ai bien en tête qu'il y a 36 conditions et des paramètres qu'on n'a pas forcément exactement en main. Mais ce que je sais, c'est que nos compatriotes attendent de comprendre comment les choses vont se passer. Je prends le secteur de l'économie, qui est celui qui nous concerne au premier plan, nos régions. Bien entendu, c'est quel est le niveau de liberté de circulation, quelles sont les conditions de travail qui sont possibles, bref, toutes ces questions-là, elles se posent. Quand vous êtes dans la culture, c'est à partir de quand vous pourrez être dans la création, dans la diffusion, à partir de quand vous pourrez refaire des spectacles, même avec des jauges faibles. Euh, Quand vous parlez avec des personnes âgées, ils vous disent, mais est-ce que c'est vrai que nous, on va être peut-être dans un schéma différent des autres? Bon, euh, je ne demande pas des réponses précises. Ce qu'on demande, c'est d'avoir en quelque sorte des pistes. Vous demandez aussi à associer, à être écouté. Est-ce que les élus locaux sont suffisamment associés? Est-ce que l'exécutif vous écoute assez? Euh, Ça fera partie des nombreuses questions qui se poseront quand nous aurons fini ce cauchemar. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que on a à la fois besoin de centralisation sur un certain nombre de sujets, du rôle majeur de l'État dans la stratégie sanitaire notamment, mais on a aussi besoin de bâtir des modèles dans lesquels on fait vraiment confiance aux acteurs locaux. J'allais dire aux acteurs locaux, qu'ils soient élus ou qu'ils soient administration déconcentrée. Eux ne peuvent pas parler, contrairement à nous, mais dans les conversations privées, les patrons des administrations déconcentrées de l'État vous disent que la multitude des circulaires, des directives qui leur tombent dessus tous les jours, alors que la plupart du temps, ils ont déjà pris l'initiative bien avant, l'État central ne le leur donne. Bon, tout ça est compliqué à vivre. Et nous, notamment sur le soutien à l'économie, on a besoin qu'on nous laisse une grande capacité de manœuvre. Il faut bien sûr qu'il y ait les grands mécanismes de l'État. Il y a eu de bonnes mesures de prise, comme le fonds de garantie de 300 milliards. Mais je pense notamment à tout le tissu du commerce, de l'artisanat, du TPE, qui est celui qui est le plus en danger aujourd'hui parce que on n'a pas les trésoreries, parce que le compte courant souvent permet de vivre, parce que derrière il y a des charges. Euh, Là, il faut qu'on ait des solutions qui soient les plus adaptées au terrain. Puis vous savez, on a dû vous le dire souvent à votre antenne, mais les collectivités locales sont allées bien au-delà de leur champ de compétences pour chacun mettre sa boîte à outils sur la table et trouver des solutions. Ce qu'ont fait les maires est absolument admirable, incroyable. Souvent, on en parle rarement, je trouve. Mais moi, je vois bien à quel point les maires ont été vigilants sur les conditions du confinement, ont assuré toutes ces petites solidarités, de proximité, pour faire en sorte que personne ne soit oublié, euh, faire en sorte que les services publics essentiels continuent à fonctionner. Tout ça, les collectivités locales l'ont fait. Est-ce que les élus locaux se sont finalement retrouvés à pallier les défaillances de l'État? Bah, le meilleur exemple étant les masques. Que nous soyons, nous, régions, interdits d'acheter des masques pendant un temps où l'État disant tout ça est centralisé, c'est l'État central et lui seul qui achète des masques avec des pénuries comme on a pu les vivre, comme on les vit encore, et que nous, on a eu enfin cette autorisation. Pour mon exemple, l'autorisation c'est vendredi,
le dimanche matin, j'avais signé. Et mes masques, ils étaient dans un avion en totalité, si l'État ne m'avait pas réquisitionné une partie de mes conditions de transport. Donc vous aussi, il y a une partie des masques qui ont été réquisitionnés par l'État? Pas les masques, les conditions de transport. C'est-à-dire que moi, l'avion dans lequel devaient être mes masques a été réquisitionné en partie pour transporter les masques. Enfin, moi, je suis pas là pour faire la polémique, je suis là pour Il y a rendre une service. conséquence. Voilà. Il y a une conséquence pour la région Normandie. Non, mais vous savez, en clair, quand vous avez des hôpitaux, du personnel médical, des présidents de comités médicaux d'établissements qui vous disent, mais nous n'avons pas de masque, est-ce que vous pouvez nous aider? Quand on a la chance d'avoir un réseau qui vous permet de pouvoir bâtir des solutions complémentaires, on le fait. Hier, Christophe Castaner disait au Sénat qu'il n'y a pas de guerre de masques entre les collectivités locales et l'État. C'est vrai ce qu'il dit? Vous confirmez? Moi, je suis pas rentré dans le jeu, hein, très franchement. J'ai fait tout ça avec l'Agence régionale de santé. C'est elle qui m'a donné les volumes de commandes, à quoi ça correspondait, qui m'a proposé des solutions de répartition. Et je les ai appliquées. Je, je, voilà, je trouve que j'ai beaucoup de questions. J'ai vécu la crise de 2008, moi, la- comment l'État, à l'époque, avec Nicolas Sarkozy, a répondu à cette question, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'étais concerné au titre de mon autorité sur le service de santé des armées, et donc j'ai beaucoup de questions. Ces questions-là, je me les garde pour plus tard. Un mot sur ce limogeage du directeur de l'ARS du Grand Est qui avait dit que le plan de suppression de postes au CHU de Nancy se poursuivrait. Qu'est-ce que vous pensez de ce limogeage qui a eu lieu hier? Écoutez, je trouve qu'il avait été, je n'ose même pas qualifier la bêtise de ses propos, quoi. Enfin, voilà. Il y a parfois on a quand même parfois des bras qui vous en tombent quand quelqu'un qui a géré un tel cataclysme adresse un message aussi négatif à du personnel qui se bat jour et nuit. Enfin, je veux dire, donc très franchement, Vous comprenez. j'aurais été au gouvernement, je l'aurais viré aussi immédiatement. Un mot sur votre homologue qui... D'ailleurs, plus globalement, se pose aussi la question. Moi, je suis très en relation avec l'Agence régionale de santé et sa directrice, mais je pense que se pose aussi la question de l'organisation de l'État entre cette dichotomie entre le préfet de région et l'Agence régionale de santé. Je pense qu'il y a là aussi probablement des choses à revoir. Il y a une organisation à revoir. Oui, Ça je fonctionne. pense que tout ça pourrait être sous l'autorité du préfet. Un mot sur votre homologue Gilles Simeone qui dirige la région Corse, qui demande que la Corse soit une région pilote pour participer aux essais cliniques sur la chloroquine. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi j'écoute mon camarade Renaud Muselier, qui est en contact régulier avec le professeur Raoult, qui nous explique que le traitement de la chloroquine immédiatement, euh, dès les premiers symptômes avec un antibiotique, ça marche, et qu'il y a beaucoup moins de cas graves dans ces cas. Donc, si je vous fais un aveu, s'il fallait que je chope le coronavirus, j'irai voir l'infectiologue le plus proche pour lui demander ce traitement. On va parler de votre région, hein, Hervé Morin, la région Normandie. Quelle est la situation dans votre région? La situation en matière sanitaire, on a des statistiques qui démontrent très clairement que on est plutôt sur la bonne voie, puisqu'on commence à afficher une réduction sur toute une série d'indicateurs, faibles, mais réduction quand même. Il y a un immense souci d'inquiétude, qui est la question des EHPAD, où on voit le coronavirus rentrer dans ces maisons, et où derrière se profile catastrophe, quoi, et risque d'hécatombe considérable. Très franchement, il est vraiment urgent que dans ces EHPAD, il y ait systématiquement des tests et qu'on ait le matériel. Ça fera partie des sujets, parce que on avait en Normandie quelques EHPAD touchés par le coronavirus il y a 10 jours. On est à une centaine d'EHPAD concernés aujourd'hui. Vous vous rendez compte des conséquences de tout cela sur des populations fragiles. Comment faire? Qu'est-ce que vous, en tant que président de région, vous pouvez faire?
Moi, mon sujet, d'une part, les EHPAD sont sous la double autorité des départements et de l'État, donc chacun son métier. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des tests systématiques, à la fois du personnel et puis des conditions de protection euh, personnes, notamment avec le port de masque. Ça paraît au moins deux mesures évidentes, au-delà de la réorganisation qui a été faite d'ailleurs autant que possible dans les EHPAD. Vous parliez tout à l'heure des difficultés, notamment pour le secteur économique. Est-ce que la région a débloqué des moyens pour aider l'économie normande? Et, en clair, j'ai demandé au directeur des services financiers de la région de me sortir tout le budget avec toutes les non-dépenses, parce que nous aurons nombreux secteurs dans lesquels il n'y aura pas de dépenses. Par exemple, on a commandé des trains, Bombardier étant arrêté, les trains ne sont pas livrés. Le BTP étant arrêté, on n'a plus de travaux dans les lycées. Enfin, je peux vous le faire à l'infini. Et donc, ce que j'ai demandé, c'est que toutes ces non-dépenses soient affectées au soutien à l'économie. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je suis en train d'essayer de monter un fonds avec les intercommunalités pour que nous puissions notamment nous adresser à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le commerce, l'artisanat, les indépendants qui sont dans les situations les plus précaires. Puis après, il y a toute une série de dispositifs d'avances remboursables, d'ouverture de lignes de trésorerie, du travail qu'on fait avec les banques, avec les pays, avec l'État pour mobiliser un maximum. On travaille tous ensemble. Et puis il y a un autre sujet qui va arriver, c'est que la reprise de l'économie est conditionnée là aussi, effectivement que c'est un sujet infini, à la question des masques. Parce que quand vous discutez avec les patrons des entreprises, ils disent moi, je suis pas capable d'assurer la sécurité de mes salariés en leur demandant de monter tous dans un véhicule pour aller travailler si je n'ai pas de masque. Et donc, et de l'autre, mes salariés me disent de toute façon, si on n'a pas de masque, si on n'a pas de gel hydroalcoolique, il n'est pas question qu'on aille bosser sur les chantiers ou dans les usines là où on est en promiscuité, parce qu'il y a des endroits où on peut s'organiser. Il y a des endroits où les conditions de production obligent la promiscuité. Et donc, là, pour la région, on a aussi un sujet, c'est comment faciliter la reprise de l'économie, peut-être pour la région, en achetant massivement des masques et en faisant en quelque sorte le grossiste pour l'ensemble des filières économiques de la région. Est-ce qu'il y a des entreprises normandes qui vont se retrouver en difficulté? Ah bah ça, il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans le désespoir. Hein. Vous savez, c'est pas. Vous voyez, j'avais tout à l'heure une dame que je connais bien qui est dans mon village natal, qui a une activité, qui me disait, mais à la fin du mois d'avril, pour moi, je tiens plus, quoi. Si je ne peux pas bosser un peu, c'est fini. Je pourrais pas payer le loyer, je pourrais pas payer mes charges fixes. Donc, voilà. Nous, on a essayé de mobiliser en tout, puisque vous m'avez posé la question, j'ai même pas répondu, autour de 70 millions d'euros, ce qui est énorme. Et donc, ce que nous essaierons, c'est de colmater toutes les brèches et de permettre aux entreprises de repartir le moment venu, parce que derrière, il y aura des formidables besoins de trésorerie, de cash pour repartir. Didier Guillaume a parlé hier des difficultés de la filière pêche. J'imagine que la région Normandie est particulièrement touchée par ces difficultés. Oui, oui, j'ai eu une réunion avec la filière pêche et puis j'ai aussi une conversation avec Didier Guillaume. Bah là, les pêcheurs, c'est le même sujet, c'est les masques. Euh, donc là, normalement, le comité des pêches normands avait acheté des masques qui devaient arriver aujourd'hui. Hein, je sais pas s'ils sont arrivés. Euh, Très clairement, les mareyeurs disent on doit être en capacité de vendre. Bon, il y a une partie du marché qui est tombée, qui est le marché de la restauration, le marché à l'export, parce que nous exportons beaucoup, notamment dans la conchyliculture. Et donc, mais les mareyeurs nous disent on a à peu près la capacité de vendre 50% de ce qu'on vendait avant. Donc l'idée, c'est que les pêcheurs puissent repartir en mer et que, en quelque sorte, on ait un système d'aide et de soutien de la pêche qui permette une rotation des bateaux et qui permette en clair à la fois de permettre d'alimenter ce marché et deuxièmement de ne pas totalement assommer le marché de produits et donc d'effondrer les prix. Dernière question, Hervé Morin, l'incertitude pèse sur le second tour des municipales. Est-ce que pour vous, tenir les municipales en même temps que les régionales, c'est une bonne solution? Je comprends pas pourquoi et je vois pas comment on va pouvoir tenir trois scrutins le même jour. Déjà, il y a des
choses très concrètes qui sont les bureaux de vote, le matériel électoral, etc. Enfin, il y a déjà des choses très précises qui vont être assez compliquées à monter. Deuxièmement, l'idée de multiplier tous les scrutins le même jour, c'est en quelque sorte nier les libertés locales. En clair, les enjeux municipaux sont pas les mêmes que les enjeux départementaux, ils sont pas les mêmes que les enjeux régionaux. Donc, on empêche ce débat-là. Et je vois pas pourquoi, si on est sorti du confinement et que le déconfinement se passe bien, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça à l'automne. Bon, après, c'est pas non plus un sujet stratégique absolument fondamental. Très franchement, il y aura un moment où on se posera la question de la validité du premier tour. Qui doit Déjà, tenir ce, pour vous? ce premier tour a déjà été largement faussé, compte tenu du taux d'abstention. Les personnes âgées ne sont pas allées voter, par exemple. Et donc, clairement, pour ceux qui ont un second tour, il y a un moment, on se posera la question de retour au premier tour de scrutin. Pour ceux qui ont été élus, l'affaire est réglée. Il y a un moment où on va pas pouvoir faire un second tour qui aura eu lieu un an après le premier tour. Ça n'a plus de sens en termes de démocratie. Merci beaucoup. Merci à Merci. d'avoir été avec nous.